bah là on est au pouvoir. Quoi? Bah la gauche est au pouvoir. Oh. Salut tout le monde. Salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire d'une semaine où on a commémoré les attentats du 13 novembre 2015. On va revenir dessus. On va revenir aussi sur l'élection qui va avoir lieu au Chili. Parce que le Chili sort de 4 ans c'est dimanche le premier tour, sort de 4 ans d'une présidence de gauche, président Boric. Donc on va revenir sur un peu faire un bilan de ce qui s'est passé et de ce qui pourrait se passer dimanche. Mais d'abord, voilà, cette semaine, il y a eu mercredi le vote, l'adoption de cet amendement dont on parle beaucoup depuis quelques mois, de suspension / décalage de la réforme des retraites. C'est un amendement qui a fait couler beaucoup d'encre et au moment du vote, c'était assez compliqué aussi de réussir à tirer des enseignements clairs parce que en gros, à peu près tous les groupes, sauf l'extrême droite, le Rassemblement National et la France Insoumise, ont voté de façon assez dispersée. Ah bon, tu trouves toi? Bah oui. Pas tant que ça. Non, ce qui fait la confusion, c'est plutôt que tu te retrouves avec le PS qui vote avec Exactement. le RN et LFIPC avec les Républicains. C'est plutôt ça le bordel, je trouve. Voilà. C'était plutôt... Non, mais non, il n'y a pas... Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu des consignes, mais si je prends par exemple le groupe des écologistes, bon bah, il y a une consigne qui a été donnée, mais tout le monde ne l'a pas respectée à l'intérieur du groupe. Il en va de même pour le groupe Renaissance, où il y a des gens qui ont voté un peu dans tous les sens. Enfin, je veux dire, il y a eu des votes, mais tu as raison, il y a aussi ces arcs en fait qui ont été créés entre ceux qui ont voté pour, ceux qui sont abstenus et ceux qui ont voté contre, qui étaient un peu bizarroïdes. Je sais pas, quel enseignement toi tu tires de cette séquence, enfin, qui est quand même une séquence importante? Bah déjà la première c'est ça, c'est qu'en fait la leçon politique de l'affaire n'est pas très simple à tirer pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de l'analyse. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que c'est une victoire mais qui n'a pas été vécue comme une grande victoire par le monde du travail. Il n'y a pas eu de manifestation de joie et d'allégresse pour dire que le totem avait été ébranlé. Ce qui est vrai d'ailleurs. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a eu enfin, je veux dire, un coin qui a été mis dans cette affaire et qui montre que en fait, c'est le scotch sur la godasse dont ils n'arrivent pas à se séparer, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de concéder cela. Enfin, la Macronie est obligée de concéder cette suspension, cette mise entre parenthèses, ce report, comme l'a dit Emmanuel Macron, parce qu'ils ont été tellement violents dans ce projet et contre l'opinion publique, 3 ans après, c'est toujours pas réglé, quoi. Donc voilà, la première chose, c'est ça. Et puis après, ce que je pense, c'est que en fait, très vite, justement parce que c'est quand même pas une révolution, que c'est une transformation, c'est un report qui va concerner un peu de gens, mais quand même pas tout le monde, parce que d'abord, tout le monde ne part pas à l'âge dit, il y en a beaucoup qui n'ont pas leur trimestre et qui donc sont obligés de prolonger. Donc les 700 000 prétendus, ça c'est 700 000 théoriques qui sont nés dans ces 2 années de report. C'est-à-dire c'est la classe d'âge qui travaille. En fait, toute une classe d'âge ne part pas, elle peut commencer à partir. Moi, je ne peux pas partir au moment où j'ai le droit de partir. Autrement dit, il y a la question de l'âge pivot, oui. C'est ça qui est mis entre parenthèses, mais il y a aussi la question des trimestres. Bah oui. Tu n'as pas forcément les trimestres quand tu arrives à l'âge pivot. Voilà, donc ça fait 700 000 personnes théoriques, ça ne fera pas 700 000 départs 3 mois avant. Et puis tous les autres, de toute façon, pour tous les autres, la situation n'est pas changée. Voilà, donc ça n'a pas... je pense que c'est plus symbolique qu'effectif comme victoire. C'est une victoire. Voilà, on a montré que cette affaire-là n'était pas entérinée, ça ne passait pas. Après, voilà, la vérité pour les gens n'est pas profondément transformée. Et par contre, le massacre politique au sein de la gauche, lui, il est bien réel. C'est ça dont on pourra parler après. Exactement, parce que on a fait une brève
jeudi, donc le lendemain du vote, sur les titres de presse, la façon dont la presse titrait et traitait en fait ce vote, en disant bon bah ça a divisé la gauche. En gros c'était ça le mot d'ordre principal, c'est-à-dire que comme tu dis, la petite victoire pour les travailleurs complètement passée à l'as. Ce qu'ont vu les gens, ce qu'ont vu les analystes, c'est voilà, cette gauche qui était divisée. Parce que durement divisée. Durement divisée. Non, mais franchement, on est revenu à des moments d'affrontement vraiment pratiquement comme au temps de la loi travail portée par Emmanuel Macron sous présidence Hollande, le conflit sur le vote sur le TCE en 2005. Enfin, je veux dire, c'était un niveau d'affrontement entre les deux gauches d'un bon niveau de virulence. Hein. Ouais, parce que voilà, les sillons, mais qui sont tracés depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, continuent en fait de se densifier. Enfin, je veux dire, les tranchées, là, il y a une guerre de tranchées. Et les choix qui ont été faits par les différents partis, les différents endroits de la gauche, notamment la France Insoumise d'un côté et de l'autre côté le Parti Socialiste, sont maintenant orthogonaux. C'est-à-dire que la France Insoumise, dans sa cohérence d'opposition à la politique de Macron, ne veut pas s'arrimer au pouvoir en place d'une quelconque manière que ce soit. Et donc ils disent tout ce que on veut pas monter dans le Titanic, on veut pas faire figure de rustine en fait à ce désastre qui est le macronisme qui dirige maintenant la France depuis au moins 10 ans ils s'en écartent. Donc c'est ça qui justifie au fond leur vote contre, même s'il y a aussi cette question des 64 ans, des machins. C'est ça, à mon avis, le centre de leur opposition, y compris à cet amendement. Alors que le Parti Socialiste, lui, a fait le choix de discuter avec le pouvoir. A fait le choix de dire, en fait, on va essayer de retrouver une place. Parce que tu sais, il y a toujours ce truc. Il y a des mots, en fait, qui sont utilisés par les commentateurs politiques qui... Parfois, on oublie, en fait, ce que c'est la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement. Alors, le Parti Socialiste, contrairement aux autres, serait la gauche de gouvernement. Je sais pas trop ce que ça veut dire, enfin moi ça m'intéresse pas trop de les qualifier comme ça, mais je pense que chez les socialistes il y a des gens qui se pensent comme ça. C'est-à-dire que leur rôle en fait c'est de participer au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont de gauche, ils sont socialistes, mais une autre chose importante c'est de participer en fait aux grandes décisions qui font la France, etc. Et malgré les gens qui tiennent officiellement les manettes. En l'occurrence, aujourd'hui, le cornu est Emmanuel Macron. Donc, c'est eux qui tiennent les manettes, mais c'est pas grave, puisque eux, leur rôle, c'est de participer au pouvoir. Donc, ils y vont. Et donc, ils discutent, etc. Quitte à, comme le dit la France Insoumise, servir de rustine et avaliser en fait une direction globale qui est prise par ce gouvernement, qui est prise par ce budget, qui n'est pas une direction de gauche, enfin je veux dire pas du tout. Et on se demande genre jusqu'où en fait... c'est toujours la même question avec le Parti Socialiste, c'est quelle couleuvre ils vont réussir, enfin à quel moment ils vont s'arrêter, à quel moment ils vont dire stop, puisque sans arrêt, on voit bien que les lignes rouges, puisque c'est maintenant comme ça qu'on parle dans le jargon politicien, les lignes rouges sont franchies, tu vois, genre alors au début c'était 49.3, abrogation de la réforme de la retraite, et taxe Zucman. Et taxe Zucman. La taxe Zucman, elle a sauté rapidement. L'abrogation s'est transformée en suspension qui s'est transformée en décalage. Et puis, genre, voilà, les lignes rouges n'ont toujours pas été franchies. Mais tu sais, c'est un peu la même chose avec les lignes rouges quand Bachar al-Assad bombardait la Syrie, tu vois. On avait des lignes rouges, genre il bombardait son pays, puis genre pour les lignes rouges étaient transgressées, puis finalement on l'a toujours pas, enfin on faisait pas grand chose, tu vois. C'est-à-dire que il y a et ça. Et là, on revient à la question de la confusion, ça crée de la confusion. Parce que, genre, le Parti Socialiste reste une composante importante de la gauche, et que quand on regarde de l'extérieur, quand on ne suit pas exactement ce que font les uns et les autres, on se dit, mais quel merdier, mais comment est-ce que on va réussir à se sortir, en fait, de cette nasse, sachant que, et j'en terminerai là-dessus, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, toute mouillée, la gauche pèse
à peu près 30% des électeurs dans tous les sondages d'opinion et dans toutes les élections qu'on a eues ces derniers mois, ces dernières années. Donc, sachant ça, si on enlève le Parti Socialiste de ces 30%, il ne va plus rester grand-chose, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi sur cette identité que le Parti Socialiste veut avoir. Je ne pense pas que ça les conduise forcément à vouloir participer au gouvernement coûte que coûte et en tout moment, mais en tout cas, ce qu'ils pensent, c'est que leur identité, c'est de peser sur le cours réel des choses. C'est-à-dire que, et ça, ils l'assimilent beaucoup à l'exercice du pouvoir de l'État. C'est ça qui est un peu discutable, parce que moi je pense que si on fait de la politique et qu'on ne veut pas peser sur le cours réel des choses, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Je veux dire que même quand on n'exerce pas le pouvoir, on pèse sur le cours réel des choses. La preuve, c'est que le cours réel des choses a obligé à bouger sur la question des retraites. La façon de peser sur le cours réel, ce n'est pas simplement d'être ministre ou maire, c'est d'être engagé dans la cité. Donc là, c'est pas très présent dans leur identité. Eux, ce qu'ils pensent, c'est qu'il leur faut des responsabilités étatiques, donc au sommet de l'État ou dans les collectivités locales. Ça, moi, ça me paraît très utile. Franchement, je pense que c'est une expérience sociale, une expérience politique qui permet de prendre la mesure de beaucoup de complexité, et puis d'avoir vraiment du poids. Mais ce n'est pas le seul endroit où on a du poids. Donc, gauche de gouvernement, ça ne me dérange pas. Ça ne veut pas dire, eux, ils pensent que ça signifie la gauche qui fait changer les choses réellement. Moi, je pense qu'il n'y a pas que la gauche de gouvernement qui fait changer les choses. D'abord parce qu'on exclut en général de la gauche de gouvernement, par exemple, le Parti communiste qui exerce des responsabilités dans beaucoup de collectivités locales et qui fait changer les choses dans les territoires qu'il administre. Mais même ceux qui ne sont pas du tout en exercice font changer des choses par l'influence qu'ils exercent. L'extrême gauche, les anards, l'extrême droite, enfin tout le monde influence la société et pèse sur les cours réels des politiques publiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça enrichit la réflexion politique. Donc c'est pour ça que moi je trouve ça totalement dramatique, cette espèce de coupure qui est en train de s'installer de nouveau entre ceux qui pensent que c'est le truc le plus important et ceux qui pensent que c'est peut-être pas le truc le plus important, mais que ce qui compte c'est d'avoir des changements qui soient à la hauteur pour ne pas décevoir. Ça, on va reparler de ça à propos du Chili, notamment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une question, la politique, que je trouve que les socialistes n'intègrent pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure, ils sont en train de s'arrimer au Titanic qui est en train de sombrer, quitte à s'embarquer avec eux dans la déception. C'est-à-dire qu'en fait, ils proclamaient que c'est une victoire, ce qui n'est pas une grande victoire. Je pense que c'est travailler à la propre déception de tout le monde, et que c'est pas sur les déceptions qu'on construit des victoires. Et en revanche, ce que je crois, c'est qu'à l'instant T, c'était pas simple de s'opposer à cette petite avancée, parce que quand même beaucoup de gens pensent que oui, ça méritait d'être soutenu, et donc il y a une espèce aussi d'enjeu de temporalité. À l'instant T, ceux qui ont voté contre passent pour des jusqu'au-boutistes, des gens qui ne sont jamais capables de faire la moindre concession, le moindre compromis, même pour quelque chose qui n'est pas complètement tout le programme, rien que le programme. Donc ce caractère jusqu'au-boutiste n'est pas vécu, n'est pas apprécié. En revanche, donc à l'instant T, je ne crois pas que la position qui a été celle de la France insoumise, des communistes qui ont voté contre, soit super bien comprise. En revanche, à terme, moi je pense que le fait de se mettre dans une dynamique de oui mais on fait des petits pas, oui mais on voit comment on fait, puis le monde politique est éclaté, donc on fait des concessions comme ci comme ça, ça rend illisible la proposition politique, et ça ne répond pas à la demande bien plus profonde qui est d'un véritable changement dans un monde qui est complètement, dont tout le monde voit bien les blocages. Là hier j'étais sur un plateau, j'étais avec Kérol,
le politologue, qui rappelait qu'il y avait un sondage qui disait que 60% des Français considéraient que la stabilité politique était un objectif prioritaire. Et donc il disait ça pour dire, voilà, les socialistes, ils ont répondu à cette demande de stabilité politique, qui est le fond de leur vote. En effet, comme tu le disais, c'est pas parce qu'ils ont obtenu une super victoire. Ce qu'ils veulent, c'est la stabilité politique. Et ils ont le sentiment, et je crois qu'ils répondent réellement à l'instant présent à une demande de stabilité politique. Est-ce que ça raconte la totalité des attentes? Moi, je ne crois pas que la totalité des attentes, ce soit que ça continue comme ça pendant 107 ans. Je pense que les gens ont le sentiment d'une société bloquée et qu'il faut trouver la façon de la déverrouiller. Ils ne veulent pas de la méchanceté, de la violence, de la violence physique et sociale, voilà. Mais ils veulent du changement. Et là, je pense que les socialistes ne se mettent pas du tout en position de répondre à cette demande. Et par ailleurs, on peut dire que ça relève aussi de ce qu'ils n'ont pas fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas en fait construit une autre logique que la logique qu'ils ont mis en œuvre du temps de François Hollande avec Emmanuel Macron au gouvernement, conseiller du président puis ministre des Finances. Et puis depuis que Macron est là, ils n'ont pas vraiment fait un travail d'invention sur une autre logique. Avant de faire là cette émission, tu faisais une comparaison que je trouvais rigolote et intéressante et pertinente entre le Parti Socialiste et les Républicains. C'est-à-dire que là, au fond, ce que pensent les socialistes, c'est qu'ils ont réussi à faire se décaler le pivot du gouvernement qui était auparavant avec les Républicains, lorsque les Républicains participaient en fait du gouvernement officiellement. Là, ils y participent toujours un peu, mais officieusement, puisqu'ils n'ont plus leur carte, hein, au LR, tous les ministres qui venaient des LR, et le parti est en opposition maintenant avec le gouvernement, et maintenant c'est passé du côté du Parti Socialiste. Alors lui qui n'est pas rentré au gouvernement, un peu plus compliqué que ça, il n'y a pas de membres du Parti Socialiste éminent qui sont rentrés dans le gouvernement lors de la dernière... Pas de membres du tout. Pas de membres du tout, oui. Ouais. Non, parce qu'avant il y avait les Rebsaben, les machins, tu vois, qui pouvaient... Ils sont plus au PS depuis perpète. Voilà. Non, mais il n'y a pas de socialistes au gouvernement. Et en revanche, c'est eux qui dealent. C'est eux qui tous les jours parlent avec ils se sentent au centre des affaires. Ils sont trop contents d'être devenus de nouveau le parti pivot, voilà, avec qui tout le monde parle, qu'il y a toutes les radios et les télés, tout ça. Non, mais c'est ridicule. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Alors, c'est paradoxal ce que je vais dire, c'est que le choix des Républicains il y a quelques semaines, ça a été de dire maintenant, stop, nous on a besoin de prendre notre envol seul et genre de dire le macronisme ce n'est pas nous, genre on ne veut pas être responsable de tout ce qui va se passer, et ça a été le choix de Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez en gros, de dire on se met à distance et on va se mettre en opposition. Alors même qu'à un moment, on pense notamment à la place que Retailleau avait pris dans les médias et dans notre vie politique, c'était complètement dingue, et parce qu'il était ministre de l'Intérieur, parce qu'il participait justement des décisions. Ce rôle-là, il a été, enfin le choix qu'ils ont fait, dans une certaine mesure, ça les a un peu diminués aussi, hein. Enfin, je veux dire, ça a diminué en tout cas leur surface médiatico-politique, dans le moment. Mais oui, mais dans le moment. C'est pour ça que je dis, voilà. Il faut quand même s'écarter de l'instant présent, des médiatiques, de codes de popularité et toutes ces bêtises qui ne rendent pas compte de ce qui travaille le fond et de ce que les gens attendent vraiment. Exactement. Et le problème, c'est qu'ils risquent d'arriver au Parti Socialiste, c'est exactement le même sort qu'au LR. C'est-à-dire que, effectivement, quand tu es dans le pouvoir, tu peux discuter, mais si tu n'arrives pas à développer en fait un projet en propre, en fait au bout d'un moment, tu ne vas plus rien, tu ne vas plus servir au pouvoir, donc tu vas passer au revoir messieurs dames, tu vas devenir comme le MoDem ou je sais pas quoi, c'est-à-dire que des espèces de forces en fait qui n'existent que parce que elles participent du pouvoir, mais bon. Elles n'ont pas d'identité en soi, en fait, très très forte. Enfin, elles ne peuvent pas participer, dire à un moment, tiens, on va avoir un candidat à l'élection présidentielle qui va avoir de la gueule et qui potentiellement peut gagner. Donc ils vont soit disparaître comme ça, soit ils vont continuer en fait jusqu'au bout. Parce que là, le truc, c'est qu'il faut quand même avoir en tête que l'élection présidentielle, normalement, c'est dans 1 an et demi.
Un an et demi, c'est long. Un an et demi à avaler des couleuvres, ça va être long. Surtout que là, on est sur le budget, tu vois, où il négocie comme ça, pied à pied, genre les amendements, les machins. Mais quand les membres du gouvernement vont commencer à déposer des projets de loi qui sur la sécurité, qui sur je ne sais pas quoi. Rien. Mais rien du tout. Non. Mais non, mais moi je n'y crois pas. Moi je pense que 18 mois où il ne va rien se passer. Non, la difficulté... Et attends, il n'y a pas que eux, hein. Il peut y avoir des propositions de loi qui viennent des LR et qui peuvent être portées par des gens du gouvernement. Et là, du coup, la position du Parti Socialiste va être un peu complexe, tu vois. Moi, ce que je pense, c'est que pour l'instant, le grand deal qui est passé, c'est qu'on ne leur demande pas des votes décisifs qui les positionnent politiquement. Là, on voit que ce soir, c'est ce soir ou c'est lundi ? Je ne sais plus, le vote du volet PLFSS, enfin du projet de budget. Oui, vendredi. Hein, c'est ce soir. Ouais. Voilà. Donc il reste 1300 amendements. Les socialistes vont en enlever un paquet, soi-disant pour qu'on aille au vote, mais ça va bien arranger le gouvernement et les socialistes de ne pas aller au vote, parce que les socialistes ne peuvent pas dignement voter ce projet de budget. Et s'ils votent ce projet de budget, de facto, ils entrent dans le spectre de la majorité. Donc tout le monde est bien d'accord pour entretenir ce flou artistique la constitution d'une espèce de grande alliance molle. Tu vois, c'est un truc, tu as le centre, c'est le gouvernement, puis tu as un peu de la droite LR, machin, pas toutes, mais une partie, puis tu as les socialos en force. C'est pas vraiment d'accompagnement, c'est exagéré de dire ça, mais en tout cas qui n'est pas une force d'obstruction, voilà, qui laisse faire les choses, qui laisse passer, pour que ça dure. Donc en fait, tu as une espèce d'arc comme ça qui réunit du PS au LR, avec au centre le Cornu et le président, les macronistes qui n'en peuvent mais, qui sont complètement perdus, enfin les députés macronistes. Et voilà, et je pense que comme ça, le Cornu, il va continuer K1, K1, et on va faire en sorte que les conditions politiques soient possibles. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte, le gouvernement fait en sorte qu'il n'y ait pas de vote qui obligerait le PS à faire un vote décisif qui fasse tomber le gouvernement. Mais au fond, l'analyse, le substrat de base en fait de cette analyse, c'est il y a une tripartition de l'espace politique, une tripartition de l'Assemblée nationale, et il n'y a d'autre choix que le compromis sur la base d'une proposition qui serait celle du centre. C'est ça l'idée principale. Et je pense que, y compris les socialistes, sont acquis en fait à cette analyse. Tu vois, c'est de dire, en fait, qui peut aller chercher, comme tu dis, un bout des LR et un bout des socialistes, si ce n'est le parti Renaissance, le centre, tu vois. Enfin, et moi, c'est des choses que j'entends, y compris de gens qui ne suivent pas tellement la politique, de dire mais de toute façon, maintenant, on est parti, pour des années, de un tiers extrême droite, un tiers le centre droit et un tiers la gauche. Et donc, dans ces conditions-là, il n'y a d'autre choix que de gouverner mollement, tu vois, et de réussir à se mettre d'accord. Alors c'est un coup, tu sais, c'est ce que disait Macron, au texte par texte, un coup, tu vois, ne pas donner de grande direction, ne plus faire, en fait, ce qui existait auparavant dans la Ve République, c'est-à-dire les alternances. C'est-à-dire, un coup, c'est la gauche qui gouverne, et puis elle essaie de gouverner à gauche, un coup, c'est la droite, et puis elle gouverne à droite. Moi, ce que je trouve, c'est qu'en dehors du problème de fond, qui est que du coup, on ne voit pas très bien quelles sont les directions qui vont être données pour pouvoir affronter tous les problèmes qui ne se résument pas à la question de la retraite. Hein. Il y en a quand même de nombreux autres dans cette mollesse comme ça intellectuelle et pratique. On ne voit pas bien comment est-ce qu'on peut prendre les décisions qui ne heurtent pas la société, qui fassent un certain consensus et qui aient du sens et qui nous fassent avancer. Ça, je n'y crois pas. Mais ce que je pense, c'est qu'en fait, politiquement, ça ne va pas se passer comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre comment les socialistes ne voient pas le problème. C'est qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se retrouver au niveau où ils étaient en 2022. Enfin, c'est quand même il n'y a pas très longtemps, 2022. Parce que c'est à 3 ans et demi qu'ils se sont pris le caramel de leur vie avec Madame Hidalgo à 1,70.
enfin 1,7%, ben, ils vont revenir à ça parce qu'ils ne représentent pas une proposition lisible de nature qui puisse enthousiasmer et rassembler de nature à affronter les problèmes, et que par contre, ce qui émerge, c'est des propositions claires et lisibles. Et encore une fois, les deux camps qui ont des propositions claires et lisibles, c'est d'une part l'extrême droite, d'autre part la France insoumise. Pour l'instant, c'est ça qui est compris. Et même si à l'instant T, le vote contre de LFI et du Parti communiste sur cette grande victoire d'un report de 3 mois n'est pas forcément compris, le discours de la France insoumise, à défaut de celui du Parti communiste dont on ne sait pas très bien ce qu'il raconte, mais en tout cas, sur le discours de la France insoumise, lui, il se structure. Moi, j'écoute Jean-Luc Mélenchon à chaque fois qu'il fait son point politique. Bah, écoutez, la semaine dernière, je vous ai dit que je pensais qu'il ne fallait pas plaisanter avec Bardella parce que c'était pas de la gnognotte, ce qu'il raconte. Bah, je peux vous dire que Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas de la gnognotte. Ça, personne ne croit que Jean-Luc Mélenchon... Tout le monde dit « Ah, c'est un grand orateur, un grand tribun, etc. » Non, ce n'est pas qu'un problème de forme. Ce n'est pas qu'un problème qu'il saurait nous intéresser par sa grande culture et sa qualité de verbe. Non, il dit quelque chose et il donne des orientations qui sont vers des ruptures. Et je crois qu'à l'instant, ce sont les deux propositions. C'est pour ça que je m'inscris totalement au faux avec ce que disait hier mon ami, comment il s'appelle, le sondeur Roland Quérol. C'est que je crois que les gens veulent des propositions politiques fortes. Ça ne veut pas dire radical, ça ne veut pas dire extrême, mais ça veut dire des propositions qui soient à la hauteur des injustices, du changement climatique, de la menace de guerre, de l'IA, etc. De ce monde incertain. Voilà, je pense que les gens veulent attendre ça. Et tu as d'autant plus raison que c'est ce qu'on dit souvent que devrait faire la gauche, tu vois, c'est-à-dire que notamment vis-à-vis de la montée du Rassemblement national, c'est-à-dire que dire Rassemblement national, Boudin, facho, etc., ce qui est tout à fait juste, ce qui est vrai, ne suffit pas en fait à les affronter sur le terrain électoral, sur le terrain politique. Il faut un projet en fait alternatif au leur qui arrive à faire florès, et qui arrive à devenir populaire, puissant, dynamique, etc. Et en vérité, c'est la même chose pour le Parti socialiste. Si le Parti socialiste veut proposer une voie différente que celle qui est proposée par la France insoumise, dire la France insoumise cacaboudin, comme ils disent à longueur de journée maintenant depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce n'est pas suffisant. En fait, et eux, je pense qu'ils croient que c'est suffisant. Ils pensent que de dire non, plus jamais la France insoumise, nous ne leur parlerons plus jamais, nous ne ferons plus jamais d'alliance, ni dans les élections, ni nulle part, etc. Ils pensent que ça fait comme. Mais moi, je pense que c'est lié en fait à ce que tu viens de dire sur le projet puissant, structuré de la France insoumise. Ils pensent qu'en disant non, pas la France insoumise, on ne veut pas s'allier avec la France insoumise, on ne veut plus avoir maille à partir avec eux. Ils pensent qu'ils sont tellement structurés à la France insoumise que, d'une certaine manière, en s'opposant à eux, ça construit une identité. Exactement, ça construit une identité en contre. Forte, tu vois, en contre. Non. Tu vois, j'ai écouté Jérôme Guedj qui a justifié donc le vote des socialistes et il dit on va suspendre pour mieux réformer. Sous-entendu, en 2027, on vous fera une proposition. Et je voudrais bien savoir quelle proposition ils vont nous faire. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas remis en cause la réforme Touraine, qui est quand même aussi désastreuse que la réforme Borne. Pour ceux qui lisent la newsletter, et vous devriez le faire tous, moi j'écris tout le temps la réforme Borne-Touraine-Macron, parce qu'en fait, c'est une même logique, qui est une logique d'allongement de la durée du temps de travail et de baisse des pensions de retraite articulée, parce qu'en fait, faut pas se tromper, c'est quand même au bout du bout, il y a aussi cette question du montant des pensions de retraite et que donc en mettant la barre très très haute, les gens ils renoncent à toucher leur retraite. La réforme Touraine, c'était l'allongement du nombre de trimestres. Mais qui ne s'interrompt pas, voilà. C'est juste la réforme Borne, c'est une accélération de la réforme Touraine. Donc ils n'ont pas remis en cause cette logique-là. Donc ce que je veux dire, c'est que j'attends. Je dis encore une fois, Guedj, qui est un haut fonctionnaire spécialiste des affaires sociales, donc je pense qu'ils doivent vouloir travailler à ce sujet, mais j'attends la proposition des socialistes sur la question de la retraite. Encore une fois, je pense que ce n'est pas la seule question qu'il y a devant nous. Évidemment que la question du contenu du travail et de faire en sorte que les gens ne soient pas épuisés et que j'ai lu ce truc-là qui m'a sidéré, mais il y a
20% des personnes qui ont plus de 59 ans, donc un cinquième, qui ont plus de 59 ans, qui ne sont ni à la retraite, ni au chômage. Ça veut dire en fait qu'ils sont au RSA, 20%. Ni en travail. Oui, ni en travail, ni en travail, ni au chômage, ni en retraite. Enfin voilà, bref, vous m'avez compris. Donc il y a 20% des personnes qui ont plus de 59 ans qui n'ont plus de droits sociaux en dehors du RSA. Bah écoutez, franchement, je pense que ça mérite d'être considéré comme une vraie question. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas de boulot parce qu'on ne les embauche pas, ou parce qu'ils sont cassés, qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc voilà. Bon, on va voir ce que les socialistes vont être capables de dire, s'ils sont capables de faire une proposition qui a la clarté, par exemple, que s'essaye d'avoir Gabriel Attal, qui essaie de nous vendre la réforme par capitalisation. Voilà, on va voir si les Français trouvent que c'est une bonne idée. Le deuxième sujet qu'on voulait aborder cette semaine, les commémorations du 13 novembre 2015. C'était le point d'orgue cette semaine et ça avait commencé déjà la semaine dernière. Enfin, ça fait maintenant une semaine en fait que les gens en parlent, que les médias genre commencent à. Il y a des documentaires qui ont été produits, il y a des films de fiction et des séries qui ont été produites. Il y a énormément de textes et de littérature et d'intelligence, tu vois, pour essayer de se dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Qu'est-ce que nous étions, qu'est-ce que nous sommes devenus, qu'est-ce qui est devenu la France à partir de ce moment-là. Et j'ai trouvé que, honnêtement, la richesse des propositions, on va dire médiatiques au sens très large, artistiques, il y a des artistes qui ont pris la parole, par exemple, dans Le Monde pour raconter leur 13 novembre. J'ai trouvé que la richesse de tout ça, franchement, c'était très intéressant, quoi. Et genre, et ça montre, genre, en fait, tout le monde, juste avant là, qu'on commence, Catherine disait, bah, on sait, tout le monde se souvient de ce qu'on faisait à ce moment-là. Et tout le monde. Genre vraiment, là, genre, je veux dire, on est quasiment sur du 100%. Et donc tout le monde a une façon, en fait, singulière de le raconter. Et je dis singulière, et en même temps pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même du commun, en fait, dans la façon dont ces événements ont été vécus. Et c'est ça aussi qui est, je trouve, qui fait la force, en fait, de ce moment absolument terrible. C'est que il y a un espèce de sentiment de cohésion, genre très très profond, qui s'est manifesté à la suite ou au moment, en fait, de ces attentats absolument abominables. Voilà, et que chacun, des psychologues, des experts de je sais pas quoi, des géopoliticiens, des artistes, des journalistes, essayent de raconter. Des victimes, des rescapés, essayent de raconter. Et voilà, et je trouve qu'il y a une espèce de fil rouge là-dedans qui dit bien ce qu'on est collectivement. Bah, je trouve que c'est pas vrai de tous les anniversaires, mais celui-là en fait partie. On voit le temps qui a passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Chacun mesure où j'étais, où je suis, où la France était, où elle est, où le monde était, où il est. C'est-à-dire qu'on voit concrètement ce que c'est que 10 ans. Et je crois qu'il y a une nostalgie, c'est-à-dire en fait aussi une reconstruction, hein, parce que c'était pas forcément aussi clair que ça. Charline Vandenacke a fait une jolie chanson qui s'appelle Je me souviens, qui reprend la chanson de, comment il s'appelle, Joe Dassin. Je me souviens, nanana. Voilà. Et elle raconte ça dans cette chanson de façon assez politique parce qu'elle rappelle, par exemple, qu'en 2015, Donald Trump, c'était une plaisanterie de penser qu'il pouvait être président de la République américaine. Mais en 2015, il y avait déjà les lois travail chères à Emmanuel Macron et approuvées par François Hollande. Donc on n'était pas non plus, on n'était pas dans la dinguerie de Trump élu, donc ça on a raison, mais on s'illusionnait aussi peut-être un peu puisque en fait Trump allait être élu en 2016 et on était déjà divisé à gauche par exemple, tu vois, sur les lois travail et puis Marine Le Pen avait déjà pris le Rassemblement National, mais enfin, bref, je trouve Bardella et Gabriel Attal étaient en CM2. Voilà, c'est ça, ils étaient des bébés, mais en tout cas je trouve que c'est intéressant de voir à la fois ce temps qui est passé, comment on reconstruit une nostalgie de notre unité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça
qui se sont souvenus, au fond, de ce moment d'unité nationale, qui, encore une fois, était vrai, mais pas que. Il n'y avait pas que de l'unité nationale en 2015. On n'était pas un pays homogène, uni. C'est pas tout à fait comme ça que c'était vécu à l'époque même. Donc ça, c'était le premier point. Et je trouve que ça devrait, la puissance de cette nostalgie, de ces récits, de cette envie de se souvenir de cette partie-là du réel, ça devrait faire réfléchir une partie de la gauche qui croit que ce qu'il faut, c'est porter la colère. Oui, il y a de la colère, mais dans la colère, il y a aussi de l'envie de refaire une certaine unité. Voilà, ça c'est... même moi, je me suis souvenu de cette manifestation qui m'avait vraiment impressionné. La manifestation du... Je sais pas, quand est-ce que c'était, une semaine après? Ouais. Le samedi, le samedi d'après, ouais, le 21. Parce qu'elle passait dans le boulevard Voltaire, là, et je me souviens de la densité du monde qu'il y avait, du silence qu'il y avait, et des applaudissements qui ont accompagné la police. Donc, c'est pareil. De la police, ce qu'on lui reproche, c'est son comportement inapproprié, on va dire. Bien souvent inapproprié. Mais ce que les Français ont envie d'avoir, c'est une police, des pompiers, des médecins qui les protègent. Et voilà. Donc il y a ce souvenir de cette unité dans ces différentes manifestations, dans ces différents corps qui sont aujourd'hui parfois très contestés, doivent alimenter notre récit et notre approche du projet politique. Et donc j'ai parlé de toute cette littérature, de toute cette production au moment du 13 novembre. D'ailleurs, nous avons participé. Ouais. Ah oui, et moi j'allais dire d'un propos de ça, franchement, la série de France Télé qui s'appelle Sonia, qui raconte l'histoire de cette femme, je pense que j'arrive pas à me rappeler, mais je pense que c'était dans le film Novembre, c'était l'histoire de cette femme déjà qui était au cœur du film Novembre, c'est la femme qui a permis en fait de savoir où étaient les derniers terroristes survivants et qui prévoyait de nouveaux attentats, notamment à la Défense, contre une crèche, un commissariat et le centre commercial de la Défense. J'avais oublié cette affaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette femme qui a permis, par un hasard de circonstances, de savoir qui ils étaient et qui les a dénoncés et qui le paye de son obligation de vivre dans un total anonymat. Et France Télé a fait une série sur cette femme, mais vraiment super. Et super pour ce que tu vas enclencher comme sujet. C'est-à-dire, elle est super parce qu'elle est une femme qui habitait, je ne sais pas si elle était à Aubervilliers ou à Saint-Denis, en tout cas en Seine-Saint-Denis. C'est une femme musulmane, c'est une femme assurément progressiste, engagée pour les Restos du Cœur. On la voit faire des maraudes avec les Restos du Cœur et qui va justement, qui tendait la main et qui offrait son soutien à des jeunes perdus. Et c'est elle qui va prendre la décision au nom de ses valeurs, de ses convictions profondes, de ne pas laisser faire. Vraiment super cette émission, je vous la recommande. Je ne sais pas ce que tu pensais que j'allais dire, mais j'allais parler justement de toutes celles et ceux qui essayent de casser cette unité, qui essayent de qui ne veulent pas qu'on parle, qui ne veulent pas, qui utilisent, qui ont utilisé d'ailleurs ce jeudi l'événement pour mettre du sel en fait sur les plaies, les dissensions, les fractures en fait qui existent à la fois dans notre paysage politique mais aussi dans notre société tout entière. Et il y en a qui y sont allés allègrement. Alors les premiers, tu vois, c'est de dire ah bah voilà, ça c'est le début en fait du moment de l'islamo-gauchisme quoi. Et genre de dire Franc-Tireur, Caroline Fourest, voilà. Enfin toute cette bande, c'est vraiment ils sont déchaînés là en ce moment. Hein. Déchaînés. Et en gros. Toute cette bande, comme tu dis, mais qui est plus large hein, que Franc-Tireur, explique que y avait des gens en fait qui
en fait, que ces attentats sont advenus, en fait, parce qu'une certaine gauche, qui serait, conciliante avec les terroristes islamistes, n'importe quoi, aurait permis, en fait, ces attentats, dans une certaine mesure, et ensuite, laisse, en fait, cette hydre islamiste perdurer depuis 10 ans. Voilà. Et notamment est mise et pointée du doigt l'islamo-gauchisme, concept que nous refutons, hein, mais qu'ils utilisent concept, à foison. Bien grand mot. Concept, oui, insulte. Insulte que nous réfutons. Et voilà. Et donc à l'intérieur de ça, tu as bien sûr la France insoumise qui sont conciliants avec en gros les terroristes, qui soient du Hamas ou du 13 novembre, de Daesh, de tout. De toute façon, ils sont comment on dit, complices de tous les maux de la terre. C'est à cause d'eux, notamment quand il y a un islamiste dedans. Alors là, tu peux être sûr que derrière, ces gens-là vont te dire la France insoumise. Et j'avoue que cette ambiance en fait qui existe dans la bouche de certaines personnes, qui contraste en fait avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est assez insupportable. Je veux dire, c'est une omnibulation de la part de certains et de certaines qui place en fait, qui à mon avis avilit le débat public, avilit notre rapport à notre unité nationale et insupportable en fait pour tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche radicale qui est incarnée par Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Pour tout ça, ce type de parole qui a voix au chapitre sur les plateaux de télé, dans la radio et à la radio et dans les colonnes de certains titres de presse écrites, c'est insupportable. En fait, je sais même plus quoi dire d'autre, puisque en fait, ça relève, lorsqu'on écoute par exemple Caroline Fourest, honnêtement, ça relève de l'obsession. Je veux dire, elle fait ses billets sur LCI notamment, je veux dire, elle ne parle que de ça. Je veux dire, elle est obsédée par ça. Elle arrive à tout ramener, en fait, à cette question-là. Je veux dire, elle ne peut pas parler, par exemple, de ce qui se passe en Palestine sans parler de la France insoumise. C'est son obsession, toujours ramener à la France insoumise. Là, vous savez, le Hamas, je pense qu'ils s'en tamponnent le coquillard de la France insoumise, quoi. Mais non, mais elle ramène tout à la France insoumise. C'est... Elle est à propos des gens qui ne sont pas forcément dans l'exercice du pouvoir d'État, mais qui ont un vrai pouvoir, une vraie influence. Elle en fait partie. Et par exemple, la semaine dernière, c'était l'élection de Mamdani. Elle avait réussi à imposer l'espèce de discours délirant que Mamdani, en fait, il était ambigu, qu'il était pro-Hamas, qu'on ne sait pas s'il avait condamné les 7 octobre, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au point que, pour ceux qui n'ont pas suivi, Manu Bompard était interviewé sur France Inter et la journaliste a repris ses éléments de langage avec véhémence. C'est au point que la direction de France Inter a dû s'excuser. Parce que quand même, je veux dire, là, on attaque le maire de New York sur la base des délires infondés, non vérifiés. Enfin, il n'y a rien qui permet d'étayer cette accusation, qui est juste portée par Caroline Fourest, et inventée par Donald Trump aux États-Unis. Parce que c'est quand même, je veux dire, elle n'a pas honte, la petite dame. Elle et son journal Franc-Tireur, elle et ses copains qui continuent de la défendre, etc. Et Enthoven qui a gagné que la France insoumise... la France insoumise n'a pas réussi à faire qualifier comme injure les propos de Enthoven. Tout cet univers-là est absolument délirant. Alors, sur toute la gauche, en fait, pro-palestinienne, ou la gauche radicale, ou je sais pas quoi, on est tous des islamistes, des soutiens. Et en France, tu as tout à fait raison, que c'était absolument choquant de voir que, en fait, la dimension politique, il y avait une dimension de commémoration d'unité nationale. Mais quand il a été question de politique à propos du 13 novembre, c'était pour dire il y a quand même une gauche qui refuse de voir le danger islamiste, les risques qu'il fait courir à l'unité de notre pays, etc., etc. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que je trouve si bien
le documentaire, et c'est le lien que je faisais avec tout à l'heure, c'est que le documentaire de France 2 révèle une réalité qui est celle d'un monde notamment musulmans, enfin de musulmans qui vivent en France et qui ne sont pas du côté des islamistes. Massivement, ils ne sont pas là. Et Sonia, elle a fait le choix, y compris au nom de sa religion, d'aller les dénoncer et de faire en sorte que ça s'arrête, ce délire. Mais d'ailleurs, une des femmes symboles de ce moment en fait de réconciliation, d'unité nationale après ces terribles attentats, c'était une dame qui s'appelait Danielle, qui avait été interviewée par BFM, et là qu'ils ont ressorti, qu'ils sont allés rechercher 10 ans après. Et cette Danielle, donc, qui explique, elle a un petit col Claudine, genre un petit cabas, etc. Et elle vient poser une fleur devant le Bataclan une semaine après, et elle dit mais vous n'aurez pas notre haine, les 5 millions de musulmans, ils doivent vivre, ils vivent pacifiquement et il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'il y a quelques maboules en fait qui tirent dans la foule ils n'auront pas notre haine. Et c'est elle qui est devenue l'incarnation en fait de cette unité. Et d'ailleurs, ils sont tous allés la rechercher, et BFM, et France Info, et machin, tu vois. Ils sont tous, ils l'ont réinterviewé, cette Danielle. Et alors, j'ai découvert que, bon, c'est quand même une femme très militante, elle est prisonnier sans frontières, elle a machin et tout, enfin, je veux dire, elle a des convictions. Une petite grand-mère qui a des convictions, tu vois, enfin, mais elle a un discours qui est celui-là, qui est aux antipodes, en fait, de celui qui est porté par, on dit franc-tireur, mais honnêtement, ça va beaucoup plus loin, enfin, de tous ces gens, en fait, qui veulent dire, en gros, il y a des islamistes partout, les musulmans sont suspects, et la France Insoumise participe en fait de ce problème qui est au fond, c'est ça dans leur tête, le problème des musulmans. Enfin. Assurément. Assurément, et c'est pour ça que je trouve que ce documentaire est vraiment bien. Et il y a un film que vraiment je vous recommande d'aller voir pour ceux qui ne l'auraient pas fait, et il y a encore du monde qui peut aller voir ce film. C'est La Petite Dernière, qui raconte, qui raconte de l'intérieur cette jeune femme qui a 20 ans et au croisement de plusieurs fidélités. Elle s'engage dans des études de philosophie qui lui ouvrent des univers pour penser l'émancipation et sa propre émancipation, qui découvre son homosexualité progressivement, qui est musulmane et très attachée à sa famille, etc. Et que donc cette complexité-là, c'est celle des femmes et des hommes d'aujourd'hui qui sont qui sont des musulmans et qui vivent dans notre pays avec ça à fabriquer, et qui sont à 1000 milles de se poser la question de leur radicalisation et de leur entrée. Et en contrepoint, si vous n'avez pas vu cette information, mais Donald Trump a remis en vigueur le bureau de la foi aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les évangélistes qui sont en train de prendre directement le pouvoir sur. Voilà. Ouais, et il y a une photo effrayante qui a été publiée par Le Monde, où il y a Donald Trump qui est assis à son bureau, dans le bureau ovale, et qui a la tête penchée comme ça, et tout le monde vient lui donner l'onction. Voilà, et avec entre le salut nazi, le recueillement de la prière, etc. Et comme le nouveau Messie. Et c'est avec une grande prêtresse habillée en blanc parmi tous ces hommes en noir. Et c'est cette photo qui a été diffusée et qui montre la nouvelle approche complètement radicale évangélique qui est en train de se développer à la Maison-Blanche. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on nous bassine là en ce moment sur le danger islamiste qui ne serait pas vu, alors que ce qui est en train de se passer aux États-Unis d'un point de vue global est catastrophique, et d'un point de vue de radicalisation et de rapport à la religion qui est effrayant, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus une question islamiste et un danger terroriste en France. On ne nie pas. Et d'ailleurs, était interviewé ce jeudi, là, autour du 13 novembre, des spécialistes de l'intelligence, du renseignement, etc. Il y avait le patron du renseignement français qui est passé sur France Inter et qui expliquait comment se sont développées depuis 2015 notamment toutes les techniques de renseignement pour essayer de prévenir ces actes terroristes, notamment la façon, moi ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est parce que
c'est la façon dont les différents renseignements nationaux, en fait, se sont depuis 2015 mis ensemble. Parce que le problème, un des problèmes du 13 novembre 2015, c'est qu'il y en avait une partie qui n'était pas des Français et qui venait de Belgique et de Syrie. Et donc, du coup, la mise en rapport, en fait, des différents services de renseignement était quelque chose qui, à l'époque, était plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils fonctionnent ensemble, ils ont appris à travailler ensemble. Donc il y a un travail là-dessus, il y a un travail aussi avec la question de l'endoctrinement. On a vu aussi sur les plateaux télé et dans les colonnes du Monde, des gens qui réfléchissaient à la place des réseaux sociaux dans l'endoctrinement de certaines personnes qui sont un peu plus faibles, un peu plus qui ont des situations un peu plus compliquées que les autres et donc du coup qui sont facilement récupérables par les djihadistes pour en faire des petits soldats de Dieu qui vont faire n'importe quoi quand on leur demandera et donc la place des réseaux sociaux est très importante à ce niveau-là, donc il faut pas le nier non plus, mais c'est vrai que c'est d'un autre ordre lorsque ça se passe à la Maison Blanche et que c'est le président des États-Unis d'Amérique qui incarne en fait cette radicalisation religieuse là. Stop. Ouais, stop. Dernier sujet qu'on voulait aborder, la question de rapidement l'élection présidentielle au Chili qui aura lieu ce dimanche. Donc le président Boric avait été élu en 2001 avec une promesse. Non, 2021. 2021, pardon, avec une promesse. Il incarnait une gauche de rupture. C'était un mot qui était employé et notamment de porter un projet de constituante pour réécrire la Constitution. C'était vraiment ça sa campagne. Il était à la tête d'une coalition. Il l'a emporté dans un pays où quand même il faut le rappeler depuis la chute de Pinochet, c'était surtout la gauche. La gauche en fait qui avait gouverné. Ils avaient juste eu un président de droite, Piñera, dont le mandat s'arrêtait en 2021. Donc il a porté ce projet de constitution. Il a réuni une constituante. La constituante a rédigé une constitution très progressiste sur à la fois les questions sociales, la question des peuples autochtones, la question du genre, la question des minorités, etc. Et ils ont fait un référendum sur cette constitution et là il y a eu 64% des Chiliens qui ont voté non. Nous ne voulons pas de cette constitution. Donc ça a été un énorme revers pour le président Boric et sa coalition. Ils ont quand même porté des réformes, notamment une réforme du droit du travail. Ils ont la semaine à 40 heures, ils sont passés à la semaine à 40 heures. Ils ont eu une réforme des retraites progressistes. Donc il y a quand même eu des petites avancées, mais aujourd'hui le président Boric est très très impopulaire au Chili. Il ne peut pas se représenter, il ne peut pas faire de mandat consécutif. Et donc il y avait eu une primaire en juin dernier de toutes les gauches. Et ça a été un peu quand même une surprise. C'est la candidate du Parti communiste qui l'a emporté devant Janet Rada. Voilà, elle s'appelle Janet Rada. Devant notamment, elle est ministre du Travail, et devant la ministre de l'Intérieur, qui elle est issue d'un parti un peu plus centriste, de gauche, de centre-gauche, qui elle était la ministre de l'Intérieur. Et elle est arrivée deuxième à cette primaire, et donc elle a perdu, donc ils sont tous derrière elle. Et elle est opposée, elle est plutôt en ballottage défavorable, on va dire, dans les sondages, Janet Rada, en face d'un candidat pinochetiste, de la droite pinochetiste, conservatrice, qui s'appelle José Antonio Katz, et qui, lui, incarne l'ordre. Alors vraiment, il incarne l'ordre sur sa gueule. Enfin, je veux dire, il a la mèche sur le côté, il est bien peigné, il a un beau costume bien taillé, il a 9 enfants, il a toujours bien géré, sa famille, ses comptes, ses machins, et il entend faire la même chose, la bonne gestion dans la rue, parce qu'il y a des gros problèmes d'insécurité au Chili, la bonne gestion dans la rue, gérer bien l'immigration, de l'ordre dans les comptes, de l'ordre partout. Voilà, et c'est ça, sa proposition, et c'est lui qui est en tête dans les sondages, et notamment au second tour. Ouais, enfin, alors ce monsieur, c'est un fils direct, c'est l'enfant d'un ancien SS nazi,
Donc, lui-même n'a jamais renié cette filiation intellectuelle et familiale. Et il est engagé dans un mouvement qui est ouvertement nazi, pro-nazi. C'est-à-dire que c'est pas la droite conservatrice qu'on aime bien détester. Non, c'est un nazi, ce mec. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu as dit qu'il voulait rétablir l'ordre. Donc, dans ces grandes mesures, il veut construire un mur tout le long de la frontière chilienne épais de 5 mètres. Si vous avez une carte en tête du Chili, faire tout le long de la frontière chilienne, c'est... il y a du taf, hein. Il peut y mettre la moitié des réserves nationales dans ce grand projet. Mais ce qui fait que normalement, Jeannette Rada va sortir en tête du premier tour, notamment parce que l'extrême droite se paye le luxe d'avoir deux candidats. Et que l'autre est encore pire. L'autre, c'est Milei. Enfin, en gros, c'est un libertarien, quoi. Donc, il y a le nazi et le libertarien. Donc, je ne sais pas ce qui est pire, mais bon, bref. Qui risque d'arriver deuxième et troisième, quoi. Non, elle sort. Oui, c'est ça. Elle sera première. Lui sera deuxième. Donc, c'est Katz qui va aller au second tour face à elle. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant qu'on s'en parle, qu'on s'en dise vraiment deux mots, pas pour vous rendre des spécialistes du Chili. C'est que je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer et de se réitérer. C'est le fait d'avoir un candidat vraiment à gauche qui embarque la gauche. Donc là, on l'a vu notamment à New York. Où c'est quand même aux États-Unis, Mamdani qui est la figure émergente d'une gauche et qui propose une façon d'être de gauche et qui embarque une génération de jeunes démocrates pour se construire. Et c'est le cas donc de cette de cette actuelle ministre du Travail communiste, qui a fait une chose intéressante, c'est qu'elle a proposé une alternative et elle a mis en place une alternative à la retraite par capitalisation. Donc on voit que les problèmes se posent un peu partout les mêmes. Et ça, c'est donc on voit cette bipolarisation qui se reconstitue avec une candidate très installée sur le flanc gauche de la vie politique chilienne face à un type très installé sur le flanc droit. Donc ça revient à ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait il y a probablement un sentiment d'une fin de période et que les électeurs au Chili comme en France comme aux États-Unis sont à la recherche de propositions lisibles et que, alors le problème c'est que une chose est d'emporter son camp au premier tour. Et donc, ce qu'elle a réussi à faire, puisqu'elle est sortie en tête de la primaire, autre chose est d'emporter les Chiliens. Et on a vu, tu as rappelé cette affaire de la primaire, de la constituante au Chili. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se rassurer entre soi pour se dire on va être à gauche et à gauche et à gauche, quoi. Il faut quand même se faire comprendre et prendre la mesure de l'état de l'opinion, des attentes de l'opinion, qui est éventuellement inquiète, qui est éventuellement désarçonnée par la situation complexe dans laquelle nous sommes, qui est vraiment, on a l'impression d'une espèce de vraiment... quelqu'un qui m'a dit il y a 2 jours, j'ai l'impression d'être à un enterrement. C'est-à-dire comme si c'était la fin du monde qui était en train de se préparer. Donc il y a un niveau d'angoisse aussi des gens. Donc il faut une gauche qui propose des réponses au niveau et qui soit capable de rassembler. Sans ça, c'est l'extrême droite qui l'emporte et qui est en train de progresser un peu partout. Voilà, c'était juste cette idée, ce rapprochement avec des situations, si vous voyez de quoi je veux parler, y compris en France. Et on suivra les élections chiliennes dimanche. On aura, je pense, les résultats lundi matin. Et on en parlera dans Regard. Et on en a parlé dans la midinale. On en a parlé dans la midinale, effectivement, avec un doctorant en économie qui était spécialiste de l'Amérique latine. Allez la voir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, à plus tard, ciao.